Donc là, on va arriver sur le présent avec Frédéric Martel, donc, qui est docteur en sociologie, ancien attaché culturel à l'ambassade de France aux États-Unis et en Roumanie. Il est également directeur de recherche à l'Institut de Relations internationales et stratégiques, anime chaque dimanche sur France Culture l'émission Soft Power. Bon, et il y a encore beaucoup d'autres choses, mais comme le temps est compté, je vais me concentrer sur ce qui pour moi est vraiment... Ce qui nous a séduit, en fait, c'est qu'il est avant tout un globe-trotter et doublé d'un très grand reporter. C'est-à-dire que chacun de ses livres, qui donc je porte toujours sur l'Internet ou la culture, disons, internationale, est une enquête fouillée et qui est le résultat d'innombrables rencontres. Pour son dernier livre, Smart, il a été dans 50 pays, rencontrer des gens dans des lieux tout à fait où vous n'irez jamais passer en vacances. Par exemple, Kansas City au Kenya, Solkovo en Russie, Gaza en Palestine, pour rencontrer des gens qui aujourd'hui font le numérique et utilisent Internet pour voir comment Internet est utilisé. Et donc ce n'est pas une vision qui est construite derrière son ordinateur, mais vraiment sur le terrain. Et en ce sens-là, c'est vraiment un journaliste, un grand reporter. Nous rentrons au fond dans un monde qui a été décrit à l'instant et qu'on pourrait compléter en s'appuyant sur les discours qu'on lit ici ou là, ou sur les interviews, par exemple, d'un certain nombre de grandes figures de la Silicon Valley, un monde dans lequel, au fond, la mondialisation et le numérique s'additionnent, s'agrègent, démultiplient leurs effets. Les frontières s'amenuisant, serait même un concept dépassé. On rentre dans un monde plus ouvert, plus connecté, peut-être plus hors sol. Les réseaux sociaux démultipliant nos amis. Au fond, c'est une vision qui est aussi celle qu'on aime de l'Amérique, par exemple, celle de la liberté, des grands espaces, de la vitesse, de la frontière un peu toujours repoussée. Et je cite Eric Schmidt, le patron de Google, qui dit textuellement « Les vieux obstacles aux interactions humaines, comme la géographie, les langues ou l'accès limité à l'information, sont en train de s'effondrer. » On dialogue de plus en plus avec les gens hors de nos frontières. Et le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, rajoute effectivement que Internet permet de solutionner un peu tous les problèmes, y compris, dit-il, régler les questions du terrorisme, où ça le permettra. Et ce faisant, la vie privée se transforme, le copyright et la protection des droits d'auteur aussi. Donc ce monde, bienvenue dans ce monde sans bornes, dans ce monde où Internet nous offre la disparition des frontières, la fin des distances, l'amenuisement des langues et des cultures, au fond, la fin de la géographie, comme on aimait à dire, la fin de l'histoire, grâce à ces technologies boundless, donc sans frontières, sans limites, accélération de l'information, vacuité du coup des régulations aussi, qu'elles soient nationales ou même européennes, qui de toute façon ne sont pas bonnes puisqu'elles inhiberaient l'innovation. Et on aurait plus du coup, et ce serait un progrès d'homogénéisation des cultures. Et au fond, nos vies, toutes les vies, se vivraient de plus en plus en ligne, sans attache et sans peut-être repère. Pour autant, cette vision de ce monde qui serait devenu plat, selon le titre d'un best-seller célèbre, ce n'est pas ma vision. Ce n'est pas une position idéologique parce que c'est le résultat d'une enquête, d'enquêtes d'ailleurs multiples de terrain, de rencontres innombrables dans une cinquantaine de pays, vous l'avez rappelé, que j'ai pu conduire ces dernières années, et ce qui m'amène à parler des Internets, avec d'ailleurs un I minuscule et un S au pluriel. On peut avoir 1 million de fans, être extrêmement célèbre dans une partie du monde et n'avoir aucun écho ailleurs, ou très peu. Et ça confirme, je dirais, l'hypothèse centrale de mon travail, qui est, au fond, Internet, ce qui définit Internet, ce n'est pas le global, même si certains contenus peuvent être globaux, mais plutôt la fragmentation, non pas la globalisation d'Internet, mais sa fragmentation, c'est-à-dire qu'Internet se fragmente, non pas
se balkanise, qui serait un mot péjoratif, comme le disent, le craignent, le répètent les Américains, qui sont très inquiétés de cette balkanisation potentielle d'Internet, mais fragmenté au bon sens du terme, c'est-à-dire au fond fragmenté en fonction de ce que j'oserais appeler des territoires. Mais lorsque j'emploie le mot territoire, j'emploie le terme au fond d'une manière assez symbolique. Et j'aime bien cette opposition entre deux mots en anglais, qui sonnent mieux en anglais qu'en français, le mot border et le mot frontière. On peut traduire le mot frontière par deux mots en anglais. Et je dirais au fond qu'Internet, que sur Internet, il n'y a pas de border, mais il y a bien des frontières. Alors c'est quoi la différence entre les deux mots? Bien, le mot border, c'est ce qu'on connaît très bien lorsqu'on franchit une frontière, pour le coup, à savoir un endroit où vous avez besoin d'un visa, d'un passeport, où il y a les douanes et qui vont donc vous laisser passer ou pas selon vos papiers, etc. D'une certaine manière, effectivement, il n'y a plus de border sur Internet. En revanche, la frontière, c'est une frontière, mais symbolique. C'est-à-dire, c'est une frontière, par exemple, on connaît le mythe de la frontière en Amérique du Nord, ou d'ailleurs en Amérique du Sud, qui s'est déplacé généralement vers l'ouest. On connaît la New Frontier de Kennedy lorsqu'il s'agit d'aller sur la Lune. Alors c'est quoi en l'occurrence la frontière sur Internet? Eh bien, c'est ce territoire dont je parle avec guillemets, non pas obligatoirement un territoire géographique, mais ça peut être un territoire lié à la langue, qui reste quand même la frontière principale symbolique, la frontière symbolique principale sur Internet, mais aussi ça peut être lié à la sphère culturelle à laquelle vous appartenez, à la communauté à laquelle vous appartenez, etc. Et alors, vous pouvez avoir, ce territoire peut être malgré tout global. Par exemple, vous pouvez... Lorsque, je ne sais pas, vous êtes otaku et extrêmement intéressé par les otaku, avoir un réseau comme ça qui va s'intéresser à des sites, à des contenus qui vont être un peu partout dans le monde, mais ça restera quand même très limité à cette communauté et à ceux qui sont passionnés par elle. Même chose pour, je ne sais pas, les Femen, ou je pourrais prendre les Bears ou d'autres exemples comme ça, qui sont des communautés peut-être assez massives, mais en même temps très, très spécifiques. Et on observe cela un peu partout, au fond, avec l'idée qu'Internet donc n'abolit pas finalement les frontières, mais qu'au contraire, il les consacre d'une certaine manière. D'abord parce que les contenus voyagent très mal sur Internet, contrairement à ce qu'on croit, et d'autre part parce que cet Internet global, cette grande conversation que tout le monde viendrait rejoindre, ou que tout le monde en ferait partie, en fait, ce n'est pas le cas et je pense même que ce ne sera jamais le cas. Les plateformes sont la plupart du temps globales malgré tout. Ces plateformes restent très très américanisées, même s'il y a d'autres contre-exemples. Je pense à Taringa au Brésil, à Flipkart en Inde, à Ozone ou Contacté en Russie, etc. C'est des gros sites géants et qui ne sont pas américains. En Chine, vous avez un web qui est aujourd'hui constitué de ce qu'on appelle des copycats, des sortes de clones, et souvent du web américain. On ne va pas sur Amazon, mais on va sur Alibaba en Chine. Alibaba, c'est en volume d'affaires autant que Amazon, PayPal et eBay réunis. C'est dire quand même l'importance d'un site, d'une plateforme chinoise comme celle-là. On ne va pas sur Twitter, on va sur Weibo, et d'ailleurs non pas sur un Weibo, mais sur plusieurs Weibo, puisqu'il y en a au moins 4, de 4 grandes sociétés chinoises différentes. On ne va pas sur Facebook, mais sur Renren. Je crois qu'en chinois on dit Zhenzhen. On ne va pas sur Google, mais sur Baidu. On ne va pas sur YouTube, mais sur Youku. Non pas sur MSN, mais sur QQ, etc., etc. Sans parler de Weixin, qui est une sorte de WhatsApp, avec d'ailleurs une version américaine qui s'appelle WeChat, de messagerie, de dialogue à l'international. Si ça marche, et si fondamentalement des centaines de millions, puisqu'on estime à quasiment 600 millions d'internautes aujourd'hui en Chine, des centaines de millions de personnes, si finalement ce web est possible, c'est moins, me semble-t-il, du fait de la censure, bien réelle, mais du fait que Internet répond à leurs besoins tel qu'il est à domicile.
Alors évidemment, ne considérez pas ce que je viens de dire comme une défense de la censure, évidemment, mais si fondamentalement ça marche et ça arrive à fonctionner, je pense que ce n'est pas que la censure ne suffit pas à elle seule à expliquer le succès de ce web chinois. Et qu'en réalité, si les gens avaient besoin de sortir massivement de Chine, les frontières et la censure donc n'auraient pas tenu. Si le web chinois est possible d'être comme il est, c'est-à-dire avec ses propres sites, c'est d'abord et avant tout parce que les Chinois, dans la grande majorité des cas, n'ont pas besoin de sortir de Chine. La majorité des gens s'accommodent très bien de ce web-là parce que de toute façon, ils ne parlent pas anglais. De toute façon, ils ont besoin d'informations, de sites, de données, de produits, de e-commerce qui est lié à leur pays et du coup, n'ont pas vraiment besoin de sortir de Chine. Au fond, vous êtes des passeurs en étant en charge de la communication dans des villes, dans des départements où c'est vrai, souvent, sans doute, vous devez rencontrer ce débat de l'inquiétude que suscite Internet et d'ailleurs la mondialisation, les deux étant liés. On parle de la mondialisation globalisante du numérique et donc c'est encore plus effrayant puisque c'est la mondialisation plus la globalisation, plus le numérique. Et donc, on voit bien comment tout ça peut susciter des peurs. Quand vous êtes à Kibera, grand ghetto du Kenya, où j'ai passé du temps pour mon enquête, quand vous êtes à Soweto, en Afrique du Sud, quand vous êtes dans une favela de Rio de Janeiro ou ailleurs, dans les grands ghettos noirs américains ou hispaniques, bien, vous vous rendez compte que le web, c'est pas seulement cette futilité-là, c'est pas simplement ces gags, c'est aussi des moyens profonds de transformation sociale, des outils d'émancipation. Ce sont, en l'occurrence, peut-être y a-t-il quelques fautes que pointent nos académiciens sur Wikipédia, mais dans tous ces endroits-là, c'est le moyen d'accéder à une encyclopédie qu'on n'a jamais eue, qui n'a jamais existé dans ces pays-là. C'est le moyen, parfois même, d'accéder à un dictionnaire alors qu'il n'existait pas de dictionnaire dans un certain nombre de ces pays pour des langues parlées pourtant par des millions de gens. C'est un outil pour s'émanciper, pour s'échapper et pour devenir, reprendre la main sur sa propre histoire. Donc ce n'est pas narcissique, ce n'est pas d'ailleurs individualiste strictement, mais ça peut être un moyen plus collectif, plus je dirais, social de changer sa vie et la vie de son quartier. Je crois qu'il faut effectivement réguler Internet. Non pas réguler Internet en tant qu'Internet, mais réguler ses acteurs, à savoir donc ces acteurs puissants qui très souvent oublient ce qu'est la vie privée, oublient ce qu'est le copyright, oublient ce qu'est justement les lois des pays dans lesquels ils peuvent s'installer. Et de ce point de vue, je suis un peu étonné des fois qu'on oublie que le mot régulateur peut être utile et qu'on oublie non seulement que c'est un mot qu'on devrait plus aimer, à Bruxelles notamment, où très souvent on a l'impression que régulateur c'est un gros mot, mais rappelez aussi qu'aux États-Unis même, il y a une longue tradition de défense de la régulation. N'oublions pas que lorsque les instances américaines interdisent à Microsoft ces abus de position dominante, elles permettent la naissance justement de Google. Vous êtes des intermédiaires, hein, on dit toujours qu'Internet c'est la désintermédiation, mais il y a des intermédiaires nouveaux qui sont des gens comme vous et justement je crois que face aux algorithmes, il y a un rôle à jouer pour ces intermédiaires, ce que j'ai appelé dans mon livre la smart curation, c'est-à-dire à la fois l'usage des algorithmes, parce qu'on ne peut pas s'en priver aujourd'hui, c'est le seul moyen de croiser des millions de données, etc. Mais il faut ajouter à ce smart la curation, c'est-à-dire l'éditorialisation, c'est-à-dire la recommandation, c'est-à-dire au fond la capacité à ne pas laisser Netflix, Steam, Spotify, Amazon Prime, Scribd, Qobuz, Deezer, etc. juste vous proposer des résultats, mais aussi ajouter la dimension humaine qui complète le smart par la curation humaine. Un autre élément très important pour moi, c'est tout ce qu'on peut regrouper sous le nom, le mot est à la mode, de digital literacy, c'est-à-dire au fond, non pas simplement lutter contre la fracture numérique.
au fond, la fracture numérique, elle va être réglée, même en Afrique, quand vous passez de 2,7 à 5 milliards de personnes sur le web, et ce qui est prévu pour 2020 et probablement pour 2025, 7 milliards. Donc le problème sera plus celui de l'accès, le problème sera celui de comment on accède et comment on éduque. Le mot fait un peu paternaliste, donc il faut choisir sans doute d'autres mots. C'est pour ça que digital literacy est un beau mot. Comment on aide les gens à comprendre ce qu'est la vie privée, à comprendre ce qu'est l'accès, comment est-ce qu'on fonctionne sur les réseaux sociaux, etc., etc. Alors je termine maintenant juste pour dire que cette mondialisation numérique qui peut effrayer, et vous connaissez autant que moi les peurs qu'elle peut susciter, n'est pas un phénomène pour moi qui mène à la déculturation ou au déracinement. À nouveau, pour moi, Internet est un territoire, il est au fond géolocalisé. Et du coup, il n'est pas hostile aux cultures, il n'est pas hostile aux langues, il n'est pas hostile aux communautés, il n'est pas hostile au territoire. Le web est compatible avec la diversité culturelle, il est même compatible avec l'exception culturelle pour peu qu'on se donne les moyens notamment de réguler, les moyens de comprendre, les moyens d'éduquer. Le monde n'est pas plat et du coup, la bonne solution, ce n'est pas le repli sur soi. La bonne solution, c'est au contraire de s'ouvrir tout en étant un acteur de ce monde qui change. Parce qu'une économie rétrécie, comme le veulent certains à l'extrême droite, des conversations étriquées, comme le veulent certains à l'extrême gauche, un nationalisme racorni, comme on le lit dans quelques livres à succès de pamphlétaires, parfois un peu le pénisant, le développement rikiki, racorni, renfrogné, qui serait celui d'une France qui se referme, n'est pas la solution. Le renfrogné et le scrogneux ne font pas partie des options.